On vient de loin, mais les mains n'ont donc ben. Femme combattante, femme travailleuse, femme ambitieuse, mais où les billets? Églement pour mille les mains. Quels qu'en soient les hauts et les bas, mille les mains. Se battre pour un meilleur lendemain. Tel est notre devise, on ne recule jamais. Akabalo dans tes mains. Non, on se fatigue jamais. Dida même bodo 600 mains. Nous chigan les mille dit Akabalo dans tes mains. Non, on se fatigue jamais. Dida 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Samedi 2 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h de Radio Afrique Santé, dont voici le sommet. L'Église évoque le souvenir des défunts tous les 2 novembre de chaque année, mais que savent les Béninois du symbolisme du 2 novembre? La réponse dans cette édition. Dans la page santé de cette 13h, nous parlerons des signes et symptômes précoces des problèmes rénaux dont il faudrait être conscient pour pouvoir consulter rapidement un professionnel de la santé. La page sportive de cette édition, c'est dans une vingtaine de minutes. Voilà pour les titres, le développement à présent. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Part de liberté provisoire pour Olivier Bokor et Oswald Omeki dans la procédure relative au dossier atteinte à la sûreté de l'État dont ils sont impliqués. C'est la décision rendue par la Chambre d'appel des libertés et de la détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en réponse à la demande du collectif des avocats des 2 personnalités. Ils avaient en effet saisi la Chambre d'appel des libertés de la détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'effet d'obtenir la liberté provisoire de leur client, une requête rejetée. Pour rappel, le chef d'accusation contre les 2 personnalités a évolué tout au long de la procédure passant de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État au complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et blanchissement de capitaux. Célébrée tous les 1er novembre, la Toussaint est une solennité chrétienne en l'honneur de tous les saints. Pour chacun, ce jour est dédié à la célébration des vivants, alors que pour d'autres, il est dédié à la célébration des saints. Comment est-elle célébrée dans les familles? La réponse dans ce micro-trottoir signé Kameno Rodéo. Franchement, rien de particulier. Moi, je vais partir à l'église. Ensuite, je vais prier. Je vais allumer une bougie en la mémoire de ma mère. Et ensuite, je vais partir au boulot. C'est un jour dédié aux saints. Nous nous souvenons des défunts de la famille en participant aux messes demandées au nom des défunts de la famille. La famille se réunit pour assister à une messe. C'est une journée mise à part pour se rappeler, prier pour les défunts et les saints, tous les saints. Nous avons allumé des bougies pour nos proches et nous sommes en prière. Rien de différent à part que spécialement aujourd'hui, j'irai à l'église et prier. Le soir, je vais me rendre à la messe. Personnellement, je n'ai personne qui est décédé à part ma grand-mère qui a été enterrée à Porto Novo. Et je pense que la famille à Porto Novo va se rendre au cimetière sur sa tombe quand même pour lui rendre un hommage comme c'est de coutume. S'il y a quelques petites trucs à faire en communauté, chacun s'organise dans sa petite famille pour le faire. Ce samedi 2 novembre, l'Église évoque le souvenir des défunts. Beaucoup vont sur les tombes de leurs parents défunts pour prier et leur demander diverses grâces dans différents domaines de leur vie. Que savent les Béninois de ce symbolisme du 2 novembre? Suivez plutôt. Le 2 novembre, nous commémorons les fidèles défunts. Là, c'est le souvenir. C'est le souvenir. Et cette commémoration trouve toute son origine aussi dans cette grande vénération que les chrétiens ont toujours eue pour d'abord les martyrs et puis pour les personnes illustres de la communauté. Et progressivement, ça s'étend à tout le monde. Commémorant les fidèles défunts, c'est l'occasion pour toute la communauté chrétienne de les présenter au Christ, les présenter à Dieu par le Christ, afin que si d'aventure ils étaient dans le purgatoire,
eh bien, que par le sacrifice du Christ, qu'ils accèdent à la béatitude divine. Et c'est le premier. Et le 2, c'est la fête des morts. Je crois que c'est la différence qu'il y a entre les deux. Moi, je suis allé au cimetière hier pour ça. J'étais déjà sur la tombe de mon papa pour préparer la fête des morts du 2. J'ai été en anticipation. Voilà. Je la fête. D'abord, il n'y a pas de fête de mort. Fête de mort, ça n'existe pas. Déjà, le psalmiste dit que les morts ne louent pas le Seigneur. On célèbre la vie. Le 2, donc au lendemain de ce grand rendez-vous où nous contemplons la joie de ceux qui ont lavé leur sang dans le sang de l'agneau, nous prenons conscience que s'il y a beaucoup de saints inconnus, c'est ainsi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accédé à la joie de la félicité céleste. Et nous sommes préoccupés. C'est pour cela que nous prions pour eux. Donc le 2 novembre, c'est la journée de prière pour nos parents défunts. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. L'AVC est une attaque cardiaque qui touche environ 140 000 personnes chaque année. En dépit des sensibilisations qui perdurent afin de prévenir la maladie, elle reste cependant un mal très dangereux. Au micro de Mathilde Aymon, l'infirmier Fiako Koudjina énumère les facteurs et risques liés à l'AVC. L'AVC peut toucher tout le monde, mais certains groupes de personnes peuvent présenter un risque plus élevé en raison des facteurs spécifiques. Alors, comme premier facteur, nous avons l'âge. Le risque d'AVC augmente avec l'âge, en particulier après 55 ans. Donc, les personnes âgées sont plus susceptibles de souffrir des maladies comme l'hypertension, l'artériosclérose et les troubles cardiaques qui sont des facteurs qui augmentent le risque d'AVC. Comme deuxième facteur, nous avons les personnes atteintes d'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est le principal facteur de risque d'AVC. Donc, les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ont des vaisseaux sanguins plus fragiles, ce qui les rend plus susceptibles de subir un AVC, notamment l'AVC de type hémorragique. Comme troisième facteur, nous avons des personnes ayant des antécédents familiaux d'AVC. Les antécédents familiaux et les prédispositions génétiques peuvent augmenter le risque d'AVC, surtout s'il existe une tendance familiale à l'hypertension, aux maladies cardiaques et au diabète. Comme quatrième facteur, nous avons les personnes qui souffrent de maladies cardiaques. Les troubles cardiaques tels que la fibrillation auriculaire, les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque augmentent le risque d'AVC ischémique en raison de la formation et des caillots sanguins. Nous avons comme cinquième facteur le diabète. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui ignorent que le diabète augmente le risque d'AVC, car ça peut provoquer des lésions aux vaisseaux sanguins et favoriser la formation de plaques dans les artères, ce qui limite alors le flux sanguin vers le cerveau. Comme sixième facteur, nous avons des personnes qui ont un taux élevé de cholestérol. L'hypercholestérolémie favorise l'artériosclérose, ce qui peut entraîner un rétrécissement des artères et augmenter le risque d'AVC ischémique. Alors, comme septième facteur, nous avons ces personnes qui fument. Oui, le tabagisme endommage les vaisseaux sanguins et augmente la probabilité de formation des caillots. Les fumeurs présentent un risque plus élevé d'AVC que les non-fumeurs. Comme huitième facteur, nous avons les personnes qui consomment de l'alcool de manière excessive. La consommation excessive d'alcool peut entraîner une hypertension et d'autres problèmes de santé qui augmentent le risque d'AVC. Pendant la grossesse, certaines femmes se sentent irritables, émotives, inquiètes, en colère ou encore agitées. Ces variations de l'humeur sont plus fréquentes pendant les 3 premiers mois de grossesse, mais peuvent réapparaître quelques mois avant l'accouchement. Si sous certains cieux on les tolère, ces caprices de grossesse, en Afrique, ils sont vus comme une sorte d'exagération chez les femmes. Que pensent les Béninois des caprices de grossesse? Quelques-uns en parlent au micro de Mathilde Aymon. Je crois au caprice de grossesse. Tu sais comment porter un bébé, c'est complexe et puis c'est compliqué. Il y a des envies, mais même toi, tu te demandes si c'est toi, mais tu as envie de ça ou bien, c'est pas. Certaines choses que tu veux faire, donc elle n'exagère pas du tout. Et puis quand toi tu manges, tu as la nausée. Des fois, tu n'as même pas envie de manger ce que tu as préparé. Elle n'exagère pas, hein. Faut chouchouter aux femmes. Ce que l'on appelle caprice, ce sont en fait des besoins physiques et psychologiques dont a besoin la femme pour pouvoir en fait s'adapter aux modifications de son corps. Souvent, ces caprices sont en quelque sorte l'odorat déjà quand vous êtes enceinte. Je suis pas une femme, mais quand une femme est enceinte, elle est beaucoup plus sensible. Il y a l'odeur de la nourriture, des envies un peu partout. Mais je crois que ces caprices existent en fait pour permettre à la femme de s'adapter vu le taux élevé d'hormones. Mais il faut tout de même reconnaître que parfois ou par moment, certaines femmes exagèrent parce qu'elles en demandent de trop
réveiller par exemple son partenaire à 2h du matin pour demander un truc quasiment impossible, obliger son partenaire à sortir à 2h à 3h du matin pour obligatoirement te satisfaire. Et l'homme aussi n'a pas le choix. Puisque vous portez son enfant, il est obligé de vous satisfaire contre son gré. Et là, c'est de l'exagération, c'est de l'abus en fait. Selon les recherches, il a été dit que la femme, pendant le temps de la grossesse, travaille pour deux personnes, c'est-à-dire pour son enfant et pour elle. C'est-à-dire, elle marche sur les désirs de l'enfant, voilà. Donc, je pense que les caprices de grossesse, ce n'est pas un truc d'exagération, c'est plus une réalité. Moi, je crois que ça existe. Il suffit de voir une femme en état et de remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui changent, notamment les sauts d'humeur qui se multiplient. Je dis qui se multiplient parce que déjà, la femme, elle a ça comme habitude. Les sauts d'humeur font partie du quotidien des femmes. Et donc, ça se multiplie. Il y a aussi des envies bizarres. Et à cela s'ajoutent maintenant les caprices. Il suffit qu'elle pense simplement au fait que c'est elle qui va garder l'enfant pendant des mois dans le ventre. Et elle a de belles raisons d'exprimer tout ce qu'elle ressent, peu importe la situation. Le maintien des reins reste une priorité quand on tient à sa bonne santé. Mais quels sont les signes et symptômes précoces des problèmes rénaux dont il faudra être conscient pour pouvoir consulter rapidement un professionnel de la santé? L'infirmier Kodina Fiacre nous renseigne. Comme signes et symptômes précoces, nous avons les changements dans les habitudes urinaires. Je veux parler de la fréquence missionnelle. Parfois, le besoin d'uriner devient plus fréquent, surtout dans la nuit. Donc, on parle de necturie ou au contraire une diminution de la quantité d'urine. Et il y a un changement au niveau de la couleur et de l'apparence. Parfois, vous avez une urine mousseuse ou une urine qui contient du sang. On parle d'hématurie, et ce qui est anormal et peut indiquer des troubles rénaux. Nous avons des douleurs ou inconfort. Il y a une sensation de brûlure ou de douleur lors de la miction. Donc ça peut être aussi un signe de problème rénal, même si elle est plus souvent liée à une infection urinaire. Nous avons des fatigues, la fatigue et des faiblesses. Les reins sains ont l'habitude de produire une hormone appelée érythropoïétine qui stimule la protection des globules rouges. Donc une fonction rénale réduite peut entraîner une anémie et causant ainsi la fatigue, la faiblesse et les sensations générales de baisse d'énergie. On a des œdèmes, ce qu'on appelle communément gonflement. Donc nous avons des œdèmes au niveau des pieds et au niveau des chevilles, des mains, au niveau du visage. Donc sous les yeux, on a un gonflement qui peut indiquer une fuite de protéines dans l'urine, qui est un signe précoce de maladie rénale. Nous avons l'hypertension artérielle. Donc les reins ont l'habitude de jouer un rôle clé dans la régulation de la pression artérielle. Une hypotension nouvelle ou qui devient difficile à contrôler peut être parfois un signe de problème rénal. Nous avons les douleurs lombaires ou latérales. Il y a une douleur ou une gêne dans le dos, dans le bas du dos, surtout d'un seul côté, qui peut être associée à une infection rénale ou à des calculs rénaux. Donc cette douleur peut être aussi irradiée vers l'abdomen ou au niveau des plis de laine. Nous avons parfois des démangeaisons cutanées et aussi la peau sèche. Et les reins aident à éliminer les toxines du corps. Donc en cas de dysfonctionnement rénal, les toxines peuvent s'accumuler, causant ainsi des démangeaisons persistantes et une peau sèche. On a une sensation de goût métallique ou une mauvaise haleine. Donc l'accumulation des déchets dans le sang peut provoquer un goût métallique persistant dans la bouche ou une haleine amnoïque, une haleine amnoïque. Donc c'est un signe précoce d'une altération de la fonction rénale. Nous avons des pertes d'appétit, des nausées et vomissements. Il y a une accumulation de toxines qui peut parfois provoquer des troubles digestifs et des troubles digestifs avec des pertes d'appétit, des nausées et des vomissements. Il y a une confusion ou trouble de concentration. Lorsque les reins ne filtrent pas correctement les déchets, des niveaux élevés des toxines dans le sang peuvent affecter le cerveau, ce qui peut entraîner des difficultés de concentration, de la confusion ou même des pertes de mémoire. Pour la consultation, si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, surtout si ces signes sont persistants, il est important de consulter un professionnel de la santé pour des tests de fonction rénale comme la mesure de la créatinine, l'analyse d'urine ou le calcul du débit de filtration glomérulaire. Donc il y a une prise en charge précoce qui peut aider à préserver la fonction rénale et à prévenir contre les complications graves. En direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, cette édition se poursuit. Les relations toxiques, souvent marquées par des dynamiques de pouvoir déséquilibrées, de manipuler ou de dépendance
émotionnelles, peuvent nuire profondément au bien-être mental et émotionnel de ceux qui sont victimes. Est-il possible de transformer une relation toxique en une relation saine ou est-ce voué à l'échec? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Alors, pour ma part, je pense qu'il est possible de transformer une relation toxique en une relation saine, mais cela nécessite un engagement sincère des deux partenaires, des efforts constants et souvent un soutien extérieur. Cela étant, les deux personnes doivent être conscientes du comportement toxique et être motivées pour les transformer. Si un seul partenaire souhaite s'améliorer, il sera difficile de rétablir l'équilibre. Il y a également l'aspect de la communication, c'est-à-dire que la relation doit reposer sur la communication et la transparence. C'est-à-dire les deux personnages doivent se dire la vérité. Bon, pour moi, la seule façon de transformer une relation toxique en une relation saine, c'est d'être patient. Si c'est une femme, qu'elle soit patiente. Et seulement la patience ne suffit pas. Tu peux être patiente comment, mais si le gars est dans son monde et qu'il n'a pas envie de changer et qu'il n'a même pas l'intention de changer, c'est-à-dire il ne sait même pas que lui, il a un comportement qui est violent, il n'aime pas en lui-même, c'est qu'il regarde, il est dans son monde. Maintenant, pour pouvoir rester éternellement avec lui, c'est de prier, parce qu'il faut pas seulement être patiente. Dans ces histoires de relations toxiques, peut-il engendrer genre de bonnes relations et tout, c'est pas évident, parce que quand on parle de relations toxiques, c'est que on est dans un couple où deux personnes sont en couple, mais il y a un qui aime plus que l'autre au fait, et l'autre a tendance à profiter de celle ou celui qui aime plus, tu vois. Et étant donné que toi tu aimes le plus, tu ne peux pas te débarrasser ou bien te séparer de celle-là. Et genre, tu te plies aux envies, à tout ce que la personne veut au fait. Donc moi je ne pense pas que ce genre de relation-là puisse aboutir à quelque chose de sain ou quoi que ce soit. C'est même pas évident. Voilà qui annonce la page sportive de cette édition. La Fédération internationale de football association FIFA a choisi le Bénin pour lancer la phase pilote de son projet Mini Pitch Kamine Rodeo. Bonjour Samuel, bonjour chers auditeurs. Cette initiative a pour objectif de construire des mini-terrains de football dans les écoles pour offrir aux enfants un accès facilité aux infrastructures sportives sécurisées, comme l'a annoncé la Fédération béninoise de football FBF jeudi sur sa page Facebook. Dans une lettre datée du mercredi 30 octobre 2024, la FIFA a informé la FBF de ce projet qui comprend l'installation de terrains de petite taille avec un système de rebond et des buts intégrés. Par ailleurs, l'Organisation internationale de football encourage la FBF à mobiliser tous les acteurs clés afin de garantir le succès de cette phase pilote qui servira de modèle pour une extension mondiale, précise la FBF. Le Bénin pourrait faire sans son défenseur Cédric Hontondi, pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025, alors que le Guépard est toujours à l'infirmerie depuis sa blessure lors de la trêve d'octobre. Le Bénin joue en novembre prochain sa qualification pour la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Deuxième du groupe D derrière le leader Nigeria, les Guépards affronteront les Super Eagles et les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye dans le cadre de la 5e et 6e journée des phases qualificatives. 2 rendez-vous cruciaux pour la bande à Steve Mounier qui n'a plus droit à l'erreur. Mais pour ce double duel, le sélectionneur Guénot Rohr et ses poulains pourraient faire sans Cédric Hontondi. Blessé lors de la trêve internationale d'octobre, le défenseur central n'a toujours pas repris le chemin des terrains. Il pourrait ainsi être le grand absent de la prochaine liste du technicien franco-allemand. Pour rappel, les Béninois recevront les Nigériens le 14 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire à partir de 20h GMT+1 dans le cadre de la 5e journée. La bande à Steve Mounier se rendra ensuite en Libye pour la 6e et dernière journée le 18 novembre à 17h GMT+1 au stade du 11 juin. Et voilà qui siffle la fin de ce 13h collaboration technique par Fer Fodéou. Au micro, je suis Romaric Topé. Belle journée chez vous et bon week-end à tous. Toute la journée, 7 jours sur 7.
C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé.